Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des fuites de données et plus particulièrement des aspects juridiques liés au fait de travailler avec ces fuites de données. Avec Marc-Antoine Ledu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Marc-Antoine, tu es contributeur No Limite Sécu à tes heures perdues, mais pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, tout à fait. Donc, Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au barreau de Paris depuis un petit peu plus de 25 ans maintenant. Je ne plaide plus, j'insiste, je me passe du plaisir d'aller voir mes amis les juges, que ce soit au barreau de Paris ou ailleurs. Je fais du contentieux CNIL, je m'occupe un peu de l'ANSSI, et le fond de mon métier, c'est d'écrire des contrats dans le droit, en droit du numérique, principalement en B2B, et j'ai un gros focus sur les aspects cybersécurité aujourd'hui, grâce à No Limite Sécu, qui m'a servi de formation professionnelle depuis un peu plus de 4 ans maintenant. C'est vrai. Marc-Antoine, quand on parle d'un leak ou d'une fuite de données, on parle de quoi ? En fait, c'est pas tellement à moi de répondre à cette question, parce que moi, je suis toujours que le destinataire des leaks. J'avais eu le plaisir de faire une conférence pour le CIR sur les leaks, et celui qui en parlait le mieux à l'époque, c'était Vlad. Moi, je préfère que ce soit Vlad qui réponde à ça. Allez, Vlad. Voilà, alors, qu'est-ce qu'un leak ? Alors, qu'est-ce qu'un leak ? Alors, ça peut avoir plein de définitions, mais en gros, c'est un ensemble de données d'une certaine typologie qui sont rassemblées dans un seul fichier, base de données, etc. Donc, ça peut être... alors, dans le meilleur des cas, vis-à-vis des victimes, ça peut être juste des listes de mails. Après, tu as les cas intermédiaires où tu peux avoir des mails associés à des mots de passe. Et dans les pires des cas, tu peux avoir des données médicales. Tu peux avoir, comme avec ce qui est supposé être le leak Equifax, où tu as toute la vie des personnes. Donc, il y a 200 millions d'Américains avec leurs préférences sexuelles, le type de musique qu'ils écoutent, leurs adresses personnelles, leur salaire estimé, leurs traites, etc. Enfin, tu peux avoir une quantité d'informations vraiment importante. Et après, tu peux aussi avoir des croisements de leaks où, en croisant, par exemple, je sais pas, un leak Facebook où tu auras l'identifiant Facebook, un numéro de téléphone, croiser ça avec, par exemple, le leak, c'était de, je sais plus, Clubhouse, où tu as un numéro de téléphone et peut-être une véritable identité ou d'autres informations. En fait, tu peux pivoter entre leaks et au final tu peux retracer et cartographier quasiment tout le monde. Et donc là ça devient un peu gênant. Tu peux aussi avoir des leaks, pour compléter, des leaks de code source. Microsoft en a eu, des éditeurs de jeux en ont. Oui, totalement, oui. Ouais, et puis d'informations confidentielles, de contractuels, de secrets d'affaires, enfin il y a finalement tout document. C'est vrai que j'étais très orienté sur données personnelles, mais effectivement de toutes données qui, on va dire, un caractère restreint, confidentiel ou secret, qui n'est pas censé en fait sortir et être publié publiquement. La justice française a eu un cas là-dessus. C'était en fait un cabinet en Normandie avec 3 associés où tout le contenu du PC de l'associé est sorti et a été révélé. Jamila, tu voulais compléter. Est-ce qu'on, juste un petit point de terminaux, est-ce qu'on ne part pas du principe aujourd'hui qu'un leak est nécessairement malveillant par rapport à une fuite de données qui serait peut-être due à une négligence Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu aussi dans le mot ? S'il n'y a pas le fait d'aller récupérer les données quelles qu'elles soient pour les publier, entre guillemets, il n'y a pas de fuite de données. Il y a de la potentialité. Par exemple, il y a des gens qui trouvent que potentiellement il serait possible de récupérer des contenus de base de données, etc., mais qu'ils ne font pas l'extraction. Et donc, entre guillemets, c'est pas vraiment une fuite de données, c'est juste une potentialité. Je pense qu'en général, quand on parle de fuite de données, c'est vraiment quand la fuite est effective et que c'est piqué par quelqu'un qui le garde dans un cercle privé, l'échange, le revend, etc., soit carrément c'est publié publiquement. Et du coup, comment est-ce qu'on classe les lanceurs d'alerte là-dedans ? Est-ce que Snowden, c'est un leak ? Parce qu'il fait fuiter les données de son employeur, mais auprès de journalistes sélectionnés. Et donc, du coup, il y a un processus, les données ne se retrouvent pas sur Internet, etc. Enfin... Pour l'instant, on n'a pas fait de jugement de valeur, ni d'éthique, ni de légalité. On a juste parlé de ce que c'était, entre guillemets, techniquement. Pour l'instant, on n'a pas... Il y a déjà 2 types de leaks. Il y a les leaks qui vont à la presse, c'était le cas de Snowden,
Auquel cas, les journalistes peuvent se réfugier derrière le secret des sources et dire « Moi, je suis journaliste, je suis protégé par mes sources ». Ça, c'est un premier plan, c'est vraiment la leak. Et dans le langage anglo-saxon, on fait bien la différence entre la leak pour la presse, les leaks pour la presse et les leaks qui sont accessibles, entre guillemets, toujours entre guillemets, en open source. Donc ça, c'est autre chose. Mais un leak, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui va aller chercher du contenu. C'est mis à disposition, mais il faut aller le chercher. C'est ça les deux grosses différences dans les leaks. Alors, oui, mais lui, il n'est jamais protégé. Celui qui fait leaker, qui met à dispo, que ce soit via Tor ou via un site web classique, celui-là, s'il n'est pas journaliste, il est protégé par rien du tout. Alors justement, tu as parlé des journalistes, mais dans quelles autres circonstances on peut être appelé à travailler sur des leaks ? En fait, on peut être appelé à travailler sur des leaks pour des tas de raisons, parce que par exemple, on est un professionnel de la Sécu, on sait qu'il y a des leaks qui sont dispo. Bon, je prends l'exemple de Tor, parce que c'est un réseau quand même qui n'est pas facilement accessible pour des non-professionnels, hein. Et à partir du moment où on peut récupérer du contenu, on peut techniquement le faire, mais c'est pas parce qu'on peut techniquement le faire qu'on a le droit de le faire. Et c'est là le vrai problème des leaks aujourd'hui. Des leaks type site web ou point oignon ou ce que vous voulez. Nicolas ? Tu dis qu'il n'y a aucune protection, mais aux États-Unis, il y a un statut pour les lanceurs d'alerte. On a le cas de Twitter récemment avec son RSSI qui est allé voir le Congrès américain. Et il me semble qu'en France, l'ANSSI aussi il y a eu une mise à jour réglementaire que je ne maîtrise pas bien, mais qui autorise l'ANSSI à recevoir des leaks et à ne pas dénoncer les sources. Alors, tu as raison, mais ce ne sont pas des leaks. Ce qu'on a le droit de dénoncer à l'ANSSI par dérogation à l'article 40 du Code de procédure pénale français, je le fais de mémoire, pardon, là, je n'ai pas révisé, mais dans la loi République numérique, il était dit que lorsqu'on dénonce une vulne à l'ANSSI, on a droit à la protection du secret, c'est-à-dire que si on divulgue de bonne foi, il y a un certain nombre de conditions, je crois que ça a été intégré dans le Code de la Défense, celui qui va divulguer à l'ANSSI de bonne foi et qui ne révèle pas bien sûr à côté, mais uniquement des vulnes, celui-là est protégé par la divulgation à l'ANSSI. Mais on parle de vulnes, on ne parle pas de leak. Enfin, vulnérabilité, mauvais usage, enfin plein de choses comme ça. Mais effectivement, l'ANSSI ne te protège pas si tu dumpes toute la base de données et que tu la ramènes à l'ANSSI, là tu n'es pas protégé. Exactement. Et pour les lanceurs d'alerte, on a une réforme qui est passée complètement inaperçue, notamment en France. On a une réforme par une directive de l'Union européenne de 2019 qui est applicable en France d'après une loi de février 2022. Qui est la loi Wasserman, je crois. Enfin, je suis en train de préparer un truc en BD, enfin une présentation en BD là-dessus, et qui a complètement réformé le statut du lanceur d'alerte en France, qui dit que si on dénonce de bonne foi, sans se faire de pognon, et qu'on révèle un crime, un délit ou des tas de trucs horribles, on a droit à une protection complète au sens pénal du terme, pour ce que l'on révèle. Et en fait, il y a trois manières de dénoncer. Soit on dénonce à son employeur et on fait remonter par la pyramide hiérarchique, auquel cas les employeurs de plus de 50 salariés, je crois, ont l'obligation d'avoir une charte interne, machin, ce que personne n'a aujourd'hui. C'est applicable depuis le 1er septembre 2022, donc il ne se passe rien, c'est cool. Sauf certains professionnels de la cyber qui sont particulièrement équipés. Probablement mes clients d'ailleurs, enfin je ne peux pas trahir de nom ici, soit il y a une procédure de divulgation publique, alors là franchement c'est risqué, et la troisième option dans le désordre, c'est dénoncer à des autorités de contrôle. Alors on attend toujours à ma connaissance le décret qui permet de savoir qui sont les autorités de contrôle auxquelles on peut dénoncer alors les crimes, les délits, les atteintes, les volontés d'atteindre au droit français, au droit européen, machin, tout ça. Mais globalement, si on dénonce un leak avec des données personnelles à la CNIL, l'esprit de la directive européenne et de la loi française devrait permettre d'obtenir une protection complète de la divulgation au regard du droit pénal. Pas d'atteinte au secret, pas d'atteinte au RGPD, pas d'atteinte au machin, pas d'atteinte au truc. Mais aujourd'hui, le dispositif est tellement nouveau que pour l'instant, on ne l'a pas encore véritablement mis en œuvre, à part bien sûr certains contributeurs No Limit Sécu qui sont particulièrement bien conseillés par un avocat au barreau de Paris dont je tairai le nom. Nicolas ?
Alors moi, il y a 10 ans, je travaillais pour une entreprise française qui avait déjà une hotline anonyme pour rapporter des problèmes identifiés en interne. Et il me semble que c'est une obligation qui vient du fait que pour faire des affaires aux États-Unis, il faut donner la possibilité aux salariés en interne de pouvoir dénoncer des malversations financières, ce genre de choses. Donc c'est des mécanismes, il y a déjà des mécanismes de reporting qui existent aujourd'hui et qui pourraient éventuellement très facilement adapter à la remontée de problèmes informatiques ou autres. Alors, on avait plein de législations aux États-Unis, effectivement, en Angleterre aussi, qui étaient surtout des lois anticorruption. Et là, il y avait... puis en France, on avait la loi dite Sapin 2, qui permettait de dénoncer des présomptions ou des preuves de corruption. Mais c'était vraiment pour des affaires financières. Là, aujourd'hui, le nouveau statut du lanceur d'alerte, c'est tout crime et ou délit, toute matière confondue. Donc le truc est vraiment très nouveau et je ne m'aventure pas encore trop sur ce terrain, je ne maîtrise pas encore assez bien la mécanique, entre guillemets, de la loi française prise en application de la directive. Mais c'est un texte européen, donc ça va être de 2019, donc ça doit être applicable depuis genre 2021, début 2022, dans tous les pays de l'Union, que ce soit transposé dans le droit national ou pas, parce qu'au bout d'un moment, c'est d'application pour tous les 27 États membres. On a vu que les lanceurs d'alerte ont quand même une vie difficile après avoir lancé des alertes. On a cité Snowden tout à l'heure. En France, plus récemment, on pourrait penser à des affaires que la CNIL a été auditée à propos de données de santé, sans vouloir donner de nom. Et là, on n'a pas forcément de leak au sens où on l'entend forcément tous, à savoir des fichiers que des pirates mettent à disposition à télécharger, etc. On voit quand même que c'est difficile pour les lanceurs d'alerte sur ce sujet-là aujourd'hui. Qu'en serait-il si en plus ils donnaient des données qu'ils mettaient à disposition du grand public sur Tor, quoi, ou ailleurs? Alors, ça, c'est le vrai problème du leak. Alors, quand moi, je parle de leak, j'entends vraiment quelqu'un qui est rentré de manière frauduleuse, illicite, dans un système d'information pour aller récupérer des datas. Okay, ça, pour moi, c'est un leak. Donc, il y a déjà, au départ, une volonté frauduleuse. C'est ça le gros des leaks qu'on peut voir partout. Donc, celui qui va commettre le leak, lui, déjà, il est dans l'illégalité totale. Faut pas rêver. Donc, lui, il va rentrer dans le pirate. Et vous m'épargnerez, si vous êtes sympa, le côté hacker éthique, parce que hacker et éthique, c'est un oxymore, hein, ça va pas ensemble. Donc les hackers, les pirates qui vont rentrer dans un système d'information, ils vont copier de la data massivement et pour se faire de l'argent, globalement, vont les mettre à disposition, on va dire, de la communauté, de manière à ce que ça puisse être téléchargé. Alors en tout ou en partie, ça permet de montrer que le ransomware qui a été posé quelque part, on a vraiment les données, donc c'est pour inciter le rançonné à payer. Ça peut être pour faire un peu part de notoriété. Vous avez vu, moi je suis un bon, donc venez voir mon leak. Ou alors après, ça peut être, comme dans le cas de Vault7 par exemple, ça peut être une manière de discréditer son employeur ou celui qu'on essaie de discréditer en se faisant passer pour un autre. Je ne rentre pas dans le cas de Vault7. Et en fait, la vraie difficulté aujourd'hui sur les leaks, c'est que pour beaucoup de professionnels de la Sécu, on confond leak égale OSINT, okay, Open Source Intelligence, égale Open Data. Or, c'est pas la même chose. Ouais, tu exagères un petit peu quand même. Ah, t'exagères un petit peu là-dessus. Les gens globalement ne confondent pas. Si. Alors là, je suis bien placé pour le dire parce que j'ai beaucoup d'appels et des gens qui me posent des questions. Le côté open data, c'est pas parce que c'est techniquement accessible sur le net ou sur un point oignon, c'est pas parce que c'est techniquement accessible que c'est légal. Donc, pour beaucoup de gens un peu naïfs ou qui ne veulent pas savoir, ils se disent c'est à libre disposition sur un site web.oignon, je sais pas quoi, donc c'est de l'open data. Alors, l'open data, c'est pas ça. L'open data, c'est moi, je suis l'État, moi, je suis l'administration, et je décide de mettre les données que je collecte dans le cadre de ma mission de service public au profit de tout le monde, même pour réutilisation professionnelle. Donc, clairement, un leak qui est accessible depuis un point oignon, c'est pas de l'open data. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'OSINT.
Et on voit aujourd'hui, notamment avec la guerre en Ukraine, combien l'OSINT permet d'avoir une énorme quantité d'informations, que ce soit de la data pure et dure, de la photo, de la vidéo, des noms, bref. L'OSINT, c'est quoi ? Donc c'est Open Source Intelligence, c'est je peux me documenter en accédant à des contenus qui sont libres d'accès techniquement. Et là aussi, l'OSINT pose un peu le même problème que l'open data quand on parle de leak. L'OSINT, c'est pas parce que j'accède à du contenu qui est mis par des privés, par des particuliers, à disposition du grand public, c'est pas pour ça que moi, professionnel, j'ai le droit de réutiliser ces données. Mais ça dépend ce que je veux en faire. Donc non, mais encore une fois, là je partage pas ton avis parce que t'as l'air de dire que ouais, puis mais au-delà de ça, t'as l'air de dire que n'importe qui va télécharger des fuites de données en se disant c'est de l'open data, etc. Alors que à l'origine, enfin, je pense que pour moi, tu mélanges l'open data qui est de la donnée qui à l'origine était volontairement mise publiquement en ligne, avec des fuites de données où ce sont des données où l'auteur, enfin celui qui a construit les données, l'entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit des fichiers, des bases de données, etc., n'avait pas volonté à ce qu'elles soient publiées publiquement. Donc c'est entre guillemets un accident, soit de sécurité ou autre. Donc après, c'est mélanger des trucs, enfin c'est pas du tout de l'open data, et je pense que les gens sont quand même conscients du fait que c'est du recel de données illégales, entre guillemets. Qui est faite des données qui là peut être assimilée à ce qu'on fait des données sources ouvertes. Mais juste donc déjà, est-ce qu'il y a des cas d'usage à partir du moment où on veut utiliser ces données pour sensibiliser ou ne serait-ce que pour prévenir l'organisation qui est victime de cette fuite de données, quid de ce cas d'usage, et surtout les forums, puisque là on n'est ni sur tout à fait de l'OSINT et certainement pas sur de l'open data. Alors là en fait, la vraie, alors pour le faire en concret, hein, pas juste dans les textes magnifiques, le droit pénal, le droit des bases de données, machin. En fait la réalité c'est que qu'on soit en OSINT ou qu'on soit en moi professionnel, je vais choper un leak quelque part sur un site qui n'est pas évident d'accès, ou même sur un site web qui est libre d'accès, ça va dépendre de l'usage qu'on en fait derrière. Si moi, je suis un enquêteur, je suis un chercheur en cybersécurité, et que je vais chercher des leaks, et que je m'en sers pour faire un rapport professionnel, mais privé pour un de mes clients, qui va le savoir ? Personne. Okay ? Donc là, en pratique, il n'y a pas de problème, puisque mon client, la société machin, je découvre qu'il y a un leak là concernant, je préviens moi, parce que je suis chercheur, professionnel de la cybersécurité machin, je préviens mon client direct, qui va le savoir ? Personne. Donc, en réalité, là, il n'y aura pas de problème de droit. Hein ? Pas vu, pas pris, entre guillemets. Le problème se pose à partir du moment où on va commencer à diffuser publiquement, ou en tout cas sur un public plus large, le contenu de ce leak. Genre, et je ne vise personne, moi je suis un professionnel de la cyber, je préviens tous mes clients par un mailing qui va être privé, ça va être un mailing professionnel, okay, qui va cibler des personnes déterminées, je les préviens que j'ai le contenu d'un leak et qu'il y a peut-être des données les concernant dans ce leak. Là je suis un peu limite, déjà. Mais on va rester dans un cadre qui n'est pas la correspondance privée, hein, puisqu'on est en correspondance professionnelle, donc le secret des correspondances-là, ne rêvez pas, c'est 0. Hein. Dès qu'on est en correspondance professionnelle, on n'est pas dans le secret des correspondances. Il faut arrêter de rêver des genoux, et tous mes confrères qui racontent des conneries là-dessus se trompent. Bon, j'insiste pas. Le problème va se poser à partir du moment où on va réutiliser publiquement le contenu d'un leak. Genre, moi j'ai récupéré un leak de manière technique, ok, j'y ai accédé, j'en sais rien, et je vais le mettre à disposition ouvertement de mes clients, de la communauté. Alors celui qui fait ça, lui, il va avoir des vrais problèmes. Potentiellement. Oui, mais ça c'est évident, ça tombe sous le sens. C'est du recel. Mais alors, Vladimir, dans quelles circonstances un chercheur, un investigateur a besoin de récupérer un leak et va travailler dessus ? Bah, c'est un petit peu ce que disait Marc-Antoine juste avant. Juste une toute petite parenthèse, c'est que nous sommes français. Nous parlons au sens de la loi française. Il y a plein d'autres pays qui ne s'embêtent pas avec ce genre de considération. Je vais pas citer les pays, mais bon, c'est les grands pays qui sont souvent les premiers en cybersécurité, qui ne s'embêtent pas avec ce genre de problématiques de loi et qui téléchargent tout massivement et croisent tout. Mais bon, nous, en France, on est quand même plus responsable ou plus regardant. On fait quand même plus attention, peut-être plus éthique. Mais globalement, on évite de faire ça. Et puis, ce qui fait que parfois, il y a même des gens qui commercent ce genre de choses qui ont du mal avec des concurrents étrangers. Et en gros, les leaks,
qu'on peut récupérer, c'est essentiellement pour la protection de nos clients. Alors après, il y a deux usages. Il y a le préventif, entre guillemets, où là, l'objectif, c'est d'essayer de détecter des choses qui pourraient concerner nos clients. Donc, c'est essentiellement des mails, des mots de passe, des trucs comme ça, peut-être parfois des tokens d'accès à des applications, enfin, toutes ces choses-là, éventuellement des documents plutôt confidentiels, il y a des clients, donc essayer de les alerter en disant attention, il y a ces trucs-là qui traînent, voilà. Ou le côté plutôt offensif encore une fois, je sais que Marc-Antoine n'aime pas ce terme, mais au sens pentest, où là on considère que ces données au sens très large sont publiquement accessibles à des cybercriminels, et donc pour mener à bien une mission de pentest ou autre, ou une red team, on considère que ces données peuvent être réutilisées, alors avec validation du client, peuvent être réutilisées pour attaquer le client. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, tu trouves dans un leak des accès VPN, login et mots de passe, tu valides avec le client que tu vas les utiliser parce que tu considères qu'un autre attaquant pourrait les utiliser, donc tu vas les utiliser pour commencer à avoir un premier pied dans le SI du client. Donc tu as principalement ces deux cadres-là. Pas d'autres cas d'usage? Si, t'en as plein d'autres, mais après t'as aussi savoir ce que les attaquants ont sur toi pour potentiellement répondre différemment. Enfin, là je parle des usages légitimes, après t'as tous les usages illégitimes d'arnaque, de harcèlement, etc. Mais enfin, et encore légitime au sens de la loi, c'est une zone un peu grise, mais je parle des usages légitimes. Mais c'est essentiellement, c'est même le pentest, quand je parlais de la partie red team, ça reste quand même du préventif. Nicolas? Tu as cité le cas de construire des chaînes de Markov et d'améliorer de l'IA pour du cassage de mots de passe. Parce qu'avoir des mots de passe, des bases de mots de passe réelles gigantesques, c'est très bon, on va dire, pour se constituer des outils qui vont te servir pour du pentest, quoi. Ouais, je l'ai pas cité, mais après je me posais la question sur ce sujet-là parce que ça m'est arrivé de récupérer des vrais mots de passe, mais ensuite de les décorréler totalement des logins, ce qui fait qu'au final t'as juste un mot de passe, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas à qui ça correspond, et effectivement tu l'utilises pour faire tes propres dictionnaires. Oui, mais t'as quand même des sociétés en France, puisque on n'a pas cité Avide Pound tout à l'heure, qui est quand même un cas intéressant. Où là, on sait que, 1, ils ont ton login, 2, ils ont peut-être eu des mots de passe, ils les ont peut-être conservés, peut-être pas conservés, hein, ça, on n'a pas accès à l'info, et il te dit si tes infos ont fuité. On pourrait, et on a en France, des services privés que les sociétés engagent, pour savoir si dans le dark web, le deep web, etc., il y a des infos sur leurs entreprises, si des comptes de leurs collaborateurs ont été compromis, si les mots de passe ont fuité, s'il faut changer des choses, etc. Là, je suis sûr que tu en as dans tes clients. Et ça paraît être un usage légitime, mais de ce que dit Marc-Antoine, ça ne paraît pas être un usage légal. En fait, il y a deux types d'usages légitimes. D'abord, on a un article, alors là, c'est Jean-Philippe, il va grimper au cocotier parce qu'il adore. On a un article dans le Code pénal en France, c'est très spécifique chez nous, qui s'appelle 323-3-1. Oui, Jean-Philippe, ok, tu me dois un camp Paris. Cet article du Code pénal nous dit que, sauf pour des motifs légitimes de sécurité des systèmes d'information ou de recherche à titre de sécurité des systèmes d'information, un professionnel, et j'insiste sur le professionnel, peut récupérer tout type de programme, données, logiciels, machin. Ok. Donc si je suis, entre guillemets, un professionnel de la détection de leaks, de malware, de vulnérabilité, je suis couvert vis-à-vis du code pénal parce que je les récupère. Je les récupère et je les détiens. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de les réutiliser. Et je vais vous prendre, et c'est la deuxième partie, c'est un exemple qui est très concret, parce que j'ai reçu l'email. J'ai reçu l'email d'une fintech qui se lançait dans les assurances, qui me disait « Cher monsieur, je suis en mesure de vous prouver que votre mot de passe pour telle adresse mail machin a fuité, contactez-nous. » Là, je n'ai pas de contrat avec ces gens-là, qui viennent de lever, je ne sais plus, 10 ou 15 millions il y a une petite année. Chacun retrouvera le nom de qui c'est, je ne les citerai pas. Voilà. Ça, j'ai des informations, et je te préviens toi, alors que je n'ai pas de contrat, ça, c'est un usage illégitime. Eux, ils sont, au sens pénal, ils sont bons comme la romaine. Par contre, je suis un professionnel de la Sécu, je préviens mes clients, parce que j'ai déjà un contrat, que j'ai des données les concernant, là, à mon avis, au sens pénal, il y a très peu de problèmes. Parce que j'imagine pas le client d'un professionnel sérieux de la Sécu qui va dire « Attends, tu me préviens que j'ai un problème, je vais te faire un procès. »
Là, il faut peut-être un peu arrêter de rêver des genoux. C'est intéressant parce que ça veut dire que les juges, en tout cas dans ton approche, vont s'intéresser à la finalité et pas aux moyens de l'obtention. Bah, c'est un peu légitime aussi. Si j'agis au profit de mon client, qui me paye, entre guillemets, avec lequel je suis en contrat pour détecter des vulnes, des machins, des compromissions, tout ce que vous voulez, et que je récupère ça parce que c'est mon métier, j'insiste sur le côté professionnel. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que quand je récupère un leak, je vais dire l'entreprise A est mon client, mais dans le leak, je récupère les entreprises B, C, Z, machin, qui sont pas mes clients. Et donc, comment je fais, moi, en tant que professionnel? Eh ben, je fais rien du tout. Je fais rien du tout parce que je ne suis pas, à ce moment-là, protégé par le droit pénal. Alors, je sais, ça va vous paraître hallucinant comme démonstration, mais moi, professionnel du droit, aujourd'hui, je vous dis, oui, prévenez vos clients et ne prévenez pas la terre. Ah oui, non, le fait de prévenir, d'accord, mais tu conserves quand même des données, c'est du recel, qui ne concernent pas tes clients. Ah, il y a ce sujet-là aussi. Mais c'est pas que du recel, Vlad, puisque, alors, si tu veux qu'on mette les pieds dans le plat, on va y aller franco. Alors justement, Marc-Antoine, oui. Qu'est-ce qu'on risque si on ne prend pas garde? Alors, j'ai juste listé les infractions pénales en France. Okay, moi, j'en ai trouvé une petite dizaine. Alors, d'abord, recel de vol d'informations. Depuis la jurisprudence de la Cour de casse dans l'affaire Bluetooth, c'était en 2015, un vol d'informations sans support physique, c'est possible. Donc s'il peut y avoir vol d'informations, il peut y avoir recel. Donc déjà, on peut tomber pour recel. Le doxing, j'en parle pas parce que, à moins de réutiliser un leak pour nuire en particulier à quelqu'un, le doxing, c'est quoi? Le fond du doxing, c'est l'affaire de Samuel Paty. J'ai des informations sur Samuel Paty, je sais où il travaille, je sais où il habite, et je développe la haine pour qu'on aille l'exécuter. Voilà, c'est ça le doxing dans la loi française. Okay, donc ça, j'en parle pas. Par contre, après, il y a 5 incriminations pénales en France qui font pas l'ombre d'un doute. C'est atteinte à un secret protégé par la loi. Si dans le leak, il y a des données type défense nationale, ça peut être du secret professionnel de notaire, d'avocat, de médecin. Alors là, atteinte à un secret, on est bon en direct. Il y a bien sûr atteinte à un système de traitement automatisé de données, qui est le nom pénal du système d'information. On a, et moi c'est le premier truc où j'attaquerais si j'étais un juge, les atteintes aux droits du producteur du contenu d'une base de données, parce qu'un leak, c'est une base de données. Je récupère des données d'une entreprise ou d'une personne. Alors là, magnifique, atteinte aux droits du producteur d'une base de données. Ça monte jusqu'à 750 000 € d'amende et 5 à 10 ans de prison, il faudrait que je vérifie, mais c'est un truc spécial code pénal. Les deux derniers, c'est contrefaçon des droits d'auteur logiciels s'il y a du code du code source qui n'est pas open source, bien sûr. Il suffit d'avoir un peu de code propriétaire, boum, contrefaçon. Et le dernier, je le garde pour faire plaisir à tous mes amis juristes, et DPO, c'est bien sûr le traitement illicite de données à caractère personnel. Tout ça, ce sont des délits sanctionnés par le code pénal. Et est-ce qu'il y a déjà des professionnels de la cybersécurité qui se sont fait prendre la main dans le sac? Alors, à ma connaissance, il y a eu une affaire en 2009, alors il faudrait que je retrouve ça. Oui, c'était en 2009. C'était un site web où les professionnels, l'éditeur du site web, donnaient des informations pour accéder à des failles de sécurité. Jurisprudence 2009, donc ça remonte un petit peu, et les juges l'ont condamné au pénal en disant « Vous, professionnels, vous saviez qu'en mettant ces informations-là à disposition du public, c'était vraiment mis à dispo sur un site web, je ne sais plus lequel, eh bien, vous saviez que vous incitiez les gens à aller commettre des, entre guillemets, délits informatiques. On dirait délits numériques aujourd'hui, mais c'est à peu près la même chose. Donc oui, il y a eu une condamnation publique là-dessus, ça remonte un peu. Entre-temps, soyons réalistes, je veux dire, en 10 ans, le nombre de fuites de données a explosé. C'est pas moi qui vais vous l'expliquer, en général, c'est vous qui l'expliquez à vos auditeurs. Et là, on voit qu'aujourd'hui, la justice rame objectivement complètement derrière la quantité de données qui fuitent partout. Et il y a très peu de poursuites, ou en tout cas, il y a peu de condamnations. Et quand il y a des condamnations, elles sont publiques, mais elles sont pas très connues. Donc, on n'arrive pas à suivre la jurisprudence là-dessus. Ouais, mais enfin, en 2009, l'ANSSI n'existait pas.
Donc la cybersécurité, qui n'existait pas d'ailleurs non plus, a évolué depuis. Est-ce qu'on peut vraiment se référer à quelque chose qui a 13 ans, où il y a eu quand même de nombreux procès entre-temps, simplement à cause de l'absence de jugement sur ces faits-là? Non, je te rejoins tout à fait, Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est une jurisprudence qui est complètement obsolète. Le problème, c'est qu'on n'en a pas d'autres. S'il y a eu une affaire en 2020 ou en 2021, c'était des gars qui avaient bricolé un logiciel de caisse. Vous savez qu'aujourd'hui, les logiciels de caisse dans les restaurants, notamment, sont validés par l'administration fiscale. C'est pour éviter que le cash circule, donc tout est contrôlé par l'administration fiscale. Et il y avait des gars donc, dans un logiciel de caisse qui avaient appuyé sur des touches de manière légitime et qui permettaient de faire rentrer de l'argent sans que ce soit rentré en compta. Le ministère des Finances les a attaqués pour accès, maintien frauduleux, enfin, il leur a fait la totale. Et ils ont été relaxés par la Cour ils ont été relaxés en appel, et je crois que la Cour de casse leur a donné raison. Le problème aujourd'hui pour nous, les professionnels en droit qui essayons de conseiller, c'est qu'on n'a pas de jurisprudence là-dessus. On n'a rien. Donc on va raisonner avec du bon sens. Est-ce que tu es un professionnel? Oui, non. Ou est-ce que tu es un bricoleur amateur? Oui, non. Si tu es un professionnel, est-ce que tu es un professionnel de la Sécu? Auquel cas, a priori, vous, les professionnels de la Sécu, vous êtes quand même assez largement exonérés. Si vous bricolez pas, si vous diffusez pas de manière large ce que vous pouvez identifier au titre de leak, mais si vous avez un leak avec du code source, du machin, du truc, vous encourez sur le papier l'ensemble des délits pénaux que je vous ai listés tout à l'heure. Alors c'est un peu hypothétique, c'est vrai, il y a très peu de condamnations. Simplement, j'aimerais pas aller défendre celui qui va se faire toper un jour, quoi. Ouais, parce que pour reprendre une expression chère à une personne que nous connaissons tous, il disait que donner son nom à une jurisprudence est rarement bien vécu. Absolument, absolument. Ok Marc-Antoine, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que vous, les professionnels, à un moment, il faudrait que vous ayez toutes et tous des conditions, enfin, je veux dire des CGE, des conditions de service, vous appelez ça comme vous voulez, qui vous mettent un peu face à vos responsabilités, notamment quand vous contractez avec vos clients. Qu'à un moment, il n'y ait pas quelqu'un qui vienne vous hurler dans les oreilles en vous disant que vous avez commis un grave délit, que c'est de votre faute, hein, et que même si ça lui a profité, il ne veut pas le savoir. Si à un moment vous voulez bien prendre le bébé à bras le corps, entre guillemets, ça s'écrit, c'est pas très compliqué à écrire, mais protégez-vous un peu parce qu'un jour, il y a visiblement, manifestement, moi je vois 2-3 trucs sortir à droite à gauche, il y a quand même à un moment quelqu'un qui va s'énerver en disant qu'il y a quelqu'un qui détenait quantité d'informations sur son entreprise et que c'est constitutif d'un délit. Et celui qui va donner son nom à la première jurisprudence, celui-là, il va pleurer. Et malheureusement, ça fera exemple un peu pour tout le monde, mais pour lui, ce sera trop tard. Et c'est un petit peu dommage. Ça va venir, je ne suis pas pressé que ça arrive, mais inéluctablement, ça va venir. Et sur ces chartes, excuse-moi de rebondir sur ton mot de la fin, mais sur ces chartes pour les professionnels, est-ce qu'on peut directement aller chercher sur Internet ou on est obligé de passer par un avocat ? Non, on n'est jamais obligé de passer par un avocat. Mais effectivement, Jean-Philippe, tu as raison. On trouve des tas de documents sur Internet, des chartes et des trucs. Franchement, à chaque fois que j'en vois ou que j'ai des clients qui m'appellent et me disent « Ah ouais, on a une charte, est-ce que vous pouvez juste nous la valider ?» Je lis les 3 premières lignes, j'éclate de rire et je dis « Écoutez, si vous voulez que je valide ça, vous êtes trompé d'adresse, on ne se parle pas. Si vous voulez un boulot sérieux, à un moment, ça a un prix. » Le problème aujourd'hui, c'est qu'on trouve des quantités d'informations, y compris juridiques, sur le web, et que pour beaucoup de professionnels, c'est plus facile que d'aller payer des honoraires d'un avocat qui va vous mettre des mots compliqués et qui va utiliser un non-obstant tous les 3 paragraphes. Parce qu'en fait, c'est un secret que je vous révèle là. Nous, on est payé non-obstant. Si on arrive à en mettre 5 par un contrat, c'est 5 000. Hein. Si on en met que 3, c'est que 3 000. C'est bien connu. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de professionnels, ils mettent la tête dans le sable en disant pas vu, pas pris, tant que j'ai pas de problème, je fais rien. Puis un jour, il y aura un peu de sang sur les murs, et là, ça va faire pleurer tout le monde. Et si on veut prendre l'exemple de DORA, le DORA, c'est le fameux projet de règlement de l'UE sur la résilience opérationnelle des banques. Dans DORA, donc qui devrait être adopté dans les 6 à 12 mois, c'est les 22 000 entreprises du secteur financier de l'Union européenne, plus tous leurs prestataires IT. Ça ne peut pas taper plus large. Il est dit dans DORA
que tous les prestataires IT, ceux qui font la détection de vulnes, suivez mon regard, ceux qui font du pentest, suivez mon regard, ceux qui vont faire de l'ISO 27000 machin, suivez mon regard. Et bien tout cela, ils ont intérêt à ne pas se réfugier derrière oh, « je suis un hacker éthique » ou « je suis éthique » ou « oui, j'ai une éthique », et il va falloir l'écrire. Et quand c'est les banques, les assurances et tout le secteur financier qui va imposer ça contractuellement, là, beaucoup de professionnels dans la Sécu vont se mettre à hurler en disant « oh là là, c'est encore sur nous que ça tombe, c'est pas juste ». Mais enfin, à un moment, vous réfugiez derrière le côté hacker éthique, c'est du flanc, ça ne sert à rien, et il y a un moment où il faut juste écrire les choses en professionnel. Il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner, voilà, c'est tout. Bon, on n'a pas le temps d'en discuter maintenant, mais l'oxymore du hacker éthique n'est peut-être pas un oxymore. En tout cas, je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. En tout cas, Marc-Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci avec plaisir. Aux contributrices, aux contributeurs, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.